La lutte intersectionnelle, deux mots qu'on entend un petit peu partout sur l'espace médiatique comme politique. Après ma dernière vidéo où l'on est revenu sur la question du wokisme, je ne pouvais évidemment pas passer à côté de l'un de ses plus grands champs de bataille, la lutte intersectionnelle. Cette théorie qui prétend sauver les plus discriminés en luttant contre toute forme d'oppression venant de la société prend une place grandissante dans le débat public. Comme dans ma dernière vidéo, on va tenter de comprendre pourquoi la lutte intersectionnelle est devenue le mantra des militants progressistes et on va également voir pourquoi son poids politique est de plus en plus lourd. Alors n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre les raisons de son émergence. Mais avant toute chose, qu'est-ce que vraiment l'intersectionnalité ? L'intersectionnalité désigne une situation où des personnes subissent plusieurs formes d'oppression et de discrimination, qu'elles soient en raison de leur origine sociale, de leur opinion politique, de leur couleur de peau ou de leur sexe. Elle montre ainsi comment ces oppressions se croisent et se renforcent mutuellement. La lutte intersectionnelle se bat donc contre toutes les formes d'inégalité. Mais pour bien comprendre les raisons d'un concept, il faut d'abord étudier ses origines. Alors revenons simplement un instant sur sa source pour bien comprendre d'où l'on vient. C'est Kimberlé Crenshaw, une juriste américaine féministe, qui a introduit ce concept dans les années 80, plus précisément en 1989 quand elle écrit un article pour le Forum juridique de l'Université de Chicago intitulé « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe, une critique féministe noire de la doctrine de l'antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciste ». Dans cet article, elle étudie les discriminations que subissent les femmes noires et précaires outre-Atlantique. Elle montre comment ces femmes sont confrontées à une double discrimination, raciale et sexuelle, qui ne peut être comprise si on les analyse séparément. C'est donc là que le concept d'intersectionnalité est véritablement né. Aujourd'hui, ce qui était un simple cadre d'analyse est devenu une véritable doctrine. Elle s'est métamorphosée peu à peu en une véritable arme politique présente dans le paysage français d'ailleurs. Parmi ceux qui l'adoptent, on trouve la France Insoumise. Ce mouvement sous couvert de justice sociale s'est pleinement engouffré dans ce qu'on appelle la matrice woke et dans la lutte contre différents systèmes d'oppression. Jean-Luc Mélenchon, ténor du parti, brandit régulièrement la bannière des luttes croisées, des classes sociales aux minorités raciales, sexuelles ou religieuses. Des figures comme Daniel Obono n'hésitaient pas non plus à dénoncer le privilège blanc qu'il y a dans la société française. Vous tweetez après la nomination de Jean Castex, devenu Premier ministre, je vous lis, non, Jean Castex, profil homme blanc, de droite, bien techno et gros cumulard. Pourquoi homme blanc ? Du côté des Verts, c'est la même chose. Sandrine Rousseau porte également cette vision où tout est oppression, le patriarcat, le colonialisme, le spécisme, le capitalisme, et où tout serait lié. Dans son essai sorti en 2022 par de la Landrocène, elle y associait d'ailleurs en une même famille tout ce que je vous ai cité avant. Encore une fois, le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme et l'écocide, donc les dommages graves et durables causés à l'environnement. Et évidemment, comme le veut la tradition des mouvements de gauche, il y a une détestation latente de tout ce que représente et ce que représentait l'Occident, à tous les niveaux. Ainsi, dans son ouvrage, elle ajoute que la société française est hiérarchisée par les hommes blancs, responsables des injustices et de l'exploitation de la nature et des populations marginalisées, donc des racisés. Il y a donc un oppresseur et des oppressés. Encore une fois, on retrouve ce même schéma binaire. Et bien sûr, certaines figures médiatiques ou associations sont aussi des vecteurs de cette idéologie. On a par exemple l'afroféministe Rokhaya Diallo ou le collectif Les Indigènes de la République qui joue un rôle clé dans la diffusion de ces idées. Pour ce qui est du parti Les Indigènes de la République, aussi appelé PIR, ils défendent une vision antiraciste et décoloniale de l'espace politique. En gros, ils affirment que le passé colonial de la France structure encore aujourd'hui des inégalités et des discriminations. Ils considèrent que la société française reste, à l'instar de Daniel Obono, marquée par un pouvoir blanc. Ils utiliseraient des concepts comme la laïcité ou l'identité nationale pour maintenir des rapports de domination, notamment envers les descendants de colonisés. Pour une fois, il n'y a pas que les blancs qui sont désignés comme les seuls tortionnaires. La fondatrice des Indigènes de la République, Houria Bouteldia, affirmait en mars 2015 que les juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe, en y ajoutant les sionistes au goulag. On retrouve donc le même schéma du groupe oppresseur et des oppressés. Et on retrouve encore une fois une vraie détestation d'un groupe pour sa religion ou sa couleur de peau. Pour ses propos des plus antisémites, même Jean-Luc Mélenchon avait dû se désolidariser de ses propos en expliquant que la France insoumise n'a rien à voir avec eux. Pour le coup, Daniel Obono n'a pas fait de volte-face puisqu'elle a soutenu la militante. Elle l'avait notamment qualifiée de camarade et de militante antiraciste.
Rappelez-vous qu'elle avait connaissance de ses propos tenus. En ce qui concerne Rokhaya Diallo, elle avait notamment fait polémique en soutenant les réunions non mixtes, où seules certaines personnes, par exemple des personnes racisées ou des femmes, peuvent participer, excluant bien souvent les hommes blancs ou même les blancs tout court. Elle avait aussi critiqué le manque de diversité dans la photo de famille du nouveau Front populaire, en soulignant qu'il y avait trop de blancs, en disant même qu'elle était éblouie. D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire. Après cette remarque qui est complètement lunaire, le député insoumis de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, avait même acquiescé en disant « Vous avez raison, moi aussi je suis d'accord avec vous ». Qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. La séquence est donc vraiment absurde et folle parce qu'on est clairement dans de la discrimination pure et dure en haïssant la figure du blanc. Pourquoi ces débats sont omniprésents aujourd'hui? Dans la vision révolutionnaire classique, il y a un côté très fédérateur et rassembleur du peuple. Les opprimés, la classe ouvrière, se battaient pour un objectif commun, renverser la classe dominante afin d'améliorer leurs propres conditions de vie. C'est en tout cas la thèse de Karl Marx, écrivain du manifeste du Parti communiste et fondateur du concept de la lutte des classes. Pour lui, la société est divisée en deux classes sociales qui ont des intérêts opposés. D'un côté, les bourgeois, propriétaires des moyens de production, donc usines, terres, argent, et de l'autre, les prolétaires, les travailleurs, qui n'ont que leur force de travail à vendre. Le penseur prussien prévoyait que cette opposition créerait des conflits, et que finalement, les prolétaires devaient faire sédition afin de renverser les bourgeois et instaurer une société sans classe, où les moyens de production seraient partagés. Dans ce schéma-là, et dans cette quête de justice sociale, le mouvement intersectionnel a ajouté une dimension nouvelle. Et pour vous le montrer, je vais simplement vous donner un exemple criant. En 2018, le collectif français et afroféministe Moissy avait créé une vive polémique avec son livre Afrofem. Dans les lignes de l'ouvrage, l'association critiquait ouvertement les organisations féministes qualifiées de blanches, en fustigeant le fait qu'elles reprenaient l'idée d'intersectionnalité, donc mêlée racisme et sexisme, en invisibilisant les femmes noires. Pour Moissy, cela revenait à effacer celles qui sont directement concernées par cette lutte. En somme, les féministes blanches ne sont pas les plus à même de porter ce combat. Finalement, ce que crée l'intersectionnalité, c'est la division, la séparation, et cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres cas. En 2015, Amtrak, une petite ville du Michigan de 20 000 habitants, était un modèle de multiculturalisme, avec un conseil municipal à majorité musulmane, quelque chose qui était valorisé par la gauche locale comme une belle réussite en matière d'intégration. Mais en 2023, cela a un petit peu dérapé. Le conseil municipal avait en fait voté une loi interdisant l'affichage de drapeaux ethniques, religieux ou politiques, mais y compris le fameux drapeau LGBT. Ils avaient justifié ça en disant que ça respectait le caractère international de la ville et que ça reflétait la volonté de la majorité musulmane conservatrice de supprimer une mouvance qui ne correspondait pas à leurs valeurs. Cette décision a bien sûr fait réagir surtout les militants woke, à l'image de l'ancienne maire de la gauche, d'Amtrak, qui avait parlé de véritable trahison. En somme, l'élément central du problème est la division, la scission. Les théoriciens postmodernes, finalement loin d'être progressistes, ont détruit tout ce que la logique des luttes des classes marxistes avait créé. Le mouvement se morcelle donc. Ainsi, sa mise en avant sur le débat public a une source. Des personnes qui luttent en leur faveur. Mais alors qui? Derrière, c'est encore une fois la logique capitaliste et la classe dominante qui est la grande gagnante dans cette configuration. Pourquoi? Car ils ont trouvé le moyen de paraître progressistes tout en maintenant la domination des élites économiques. Par cette scission, des groupes prolétaires en arrivent à une protestation diffuse, morcelée, fragmentée. Ainsi, elle perd naturellement en puissance. Si on prend le cas de l'Espagne du XXe siècle, on avait par exemple des batailles qui avaient éclaté entre les différentes factions de la gauche ibérique, comme les mouvements de mai 1937 à Barcelone, où les communistes et les anarchistes se sont affrontés mortellement. Et pendant ce temps, Franco et ses troupes unies derrière un seul objectif de pouvoir autoritaire ont pu avancer tranquillement. Au final, c'est cette désunion entre les groupes républicains, socialistes, anarchistes, mais surtout communistes, qui avait en partie contribué à la défaite des républicains et à l'installation de la dictature franquiste pour près de 40 ans. Diviser pour mieux régner prend ainsi tout son sens. Ainsi, la logique capitalistique et les classes que la gauche va qualifier d'élite ont tout intérêt à se servir de la cause intersectionnelle, notamment par l'intermédiaire de figures populaires pour assurer leur position. Avec des grandes stars afro-américaines, des femmes noires qui portent ce combat comme personne, à l'image de Beyoncé ou de Rihanna. Ces deux femmes, ouvertement démocrates, promeuvent l'émancipation de la femme, des opprimés. Mais elles font cela tout en exploitant des travailleurs de l'autre côté du globe avec leurs marques respectives, donc Fenty pour Rihanna et Ivy Park pour Beyoncé. Le capitalisme se réinvente tout simplement sous ses airs progressistes.
Autre exemple, en 2017, la marque Dior avait notamment fait couler beaucoup d'encre sur la toile en vendant des t-shirts avec des slogans féministes. We should all be feminist. Donc en français, tout le monde devrait être féministe. Une phrase qui faisait évidemment écho aux propos de l'écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi qui parlait justement de l'universalité de la cause féministe. Il y a une véritable reprise de cette lutte par les grandes entreprises et c'est parce que cela leur profite. Elles jouent sur le discours féministe, mais derrière elles restent dans une logique capitaliste qui exploite des ouvriers dans des pays pauvres pour produire leurs vêtements. Donc encore une fois, il y a une forme de dissonance cognitive qui ne fonctionne pas et qui est surtout profondément hypocrite. La preuve, c'est qu'après l'élection de Donald Trump, de très grosses entreprises comme Walmart ont senti le vent tourner et ont cessé de faire la promotion de la diversité. Pour faire simple, ce sont les progressistes qui sont les idiots utiles du grand capital qui prétendent pourtant combattre. Le capitalisme poursuit donc son petit bout de chemin, pendant que certains militants se battent pour des changements superficiels, comme remplacer père et mère par parents 1 et parents 2, car cela exclurait les familles monoparentales ou des parents homosexuels. Un autre fait qui peut expliquer en partie le poids de plus en plus lourd de la lutte intersectionnelle, c'est évidemment la place prépondérante qu'ont pris les réseaux sociaux sur les problématiques politiques. La génération Z, on le rappelle, donc les enfants et les jeunes adultes nés entre 1987 et 2012, sont hyper connectés. 90% des jeunes concernés utilisent Instagram, 80% Snapchat et 63% TikTok. Et ces chiffres sont en hausse constante. Ainsi, toute la protestation politique a fait également sa migration sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait normal. Vous le savez certainement, mais sur ces plateformes, pour exister, il faut buzzer. Les militants de gauche ont compris que plus les propos sont polémiques, plus ils créent la controverse. Et les porte-paroles seront bien plus visibles par un large public. Créer de nouvelles revendications en permanence, créer de nouvelles sources de victimisation dans la logique intersectionnelle. C'est finalement extrêmement mainstream. C'est pour cela qu'on a pu voir l'émergence d'influenceuses cantonnées sur les questions de la grossophobie, de l'homophobie, de la transphobie, du racisme. Tous prêchent alors pour leur paroisse, en affirmant qu'ils souffrent d'une discrimination venant de la société et que ce sont les victimes d'un système. Ce qu'il y a de profondément problématique dans ces tendances de la lutte intersectionnelle, c'est que leurs porte-étendards sont en lutte permanente pour savoir qui est le plus souffrant, et donc qui a le plus de légitimité de s'exprimer. Encore une fois, il y a un rapport extrêmement étrange avec la question de la souffrance. Plus on est victime, plus on est un porte-parole que l'on doit écouter. Puis, il y a également une incohérence profonde dans leurs revendications. Si on prend deux luttes opposées que sont la lutte contre l'homophobie et l'islamophobie, on comprend assez aisément qu'il y a un non-sens qui se crée. L'islam, dans ses fondements même, lutte contre l'homosexualité par essence. Quiconque que vous trouvez coupable de sodomie, tuez-le, aussi bien que celui qui se laisse sodomiser. Affirme par exemple un hadith, une parole attribuée à Mohammed, le prophète de l'islam. Il y a également la sourate 26, versets 165 et 166 qui disent « Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous, mais vous n'êtes que des transgresseurs. » Et d'un autre côté, la lutte intersectionnelle va vouloir lutter contre l'homophobie. Sans faire trop de logorée, vous comprenez assez facilement qu'on a des chemins qui se croisent et qui créent un conflit. Là, outre l'opposition face aux conservateurs français et à la droite sur le champ politique, les musulmans et la communauté LGBT n'ont rien en commun. En somme, le problème de l'intersectionnalité, c'est que cela divise tout, et en partie les classes populaires. Chaque groupe revendique alors ses propres droits, et on finit par avoir une infinité de catégories, transsexuels, noirs, non-binaires, queer, musulmans, etc., qui peuvent se contredire et s'affronter. Puis cela noie aussi leurs revendications de classe, comme le disait Marx. À force de tout centrer sur leur identité propre, ces militants ont oublié leur ennemi commun qu'ils désignent sans détour, la pauvreté et les inégalités. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte analyse sur le mouvement intersectionnel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.